Bienvenue dans Fil Directeur, le nouveau podcast des élèves directrices et directeurs d'hôpital qui décrypte les enjeux de ce métier passionnant, trop peu connu et pourtant central dans notre système de santé. L'hôpital. Plus de 700 000 enfants y naissent chaque année. Nous y passons tous au moins une fois au cours de nos vies. Et souvent nous y sommes accompagnés dans nos derniers instants. Nous partageons tous un rapport viscéral à l'hôpital, entre attachement et repoussoir. Des séries américaines remplies de docteurs héroïques aux fermetures médiatiques de maternité, en passant par les nuits d'attente aux urgences. Mais l'hôpital, c'est plus de 200 métiers et souvent le premier employeur de la ville. Une structure complexe, fragile, plus que jamais au cœur de tous nos enjeux de société. Entre crise sanitaire, vieillissement démographique, mais aussi innovation, prise en soin de toutes et tous, riches comme pauvres, avec ou sans papier. Alors, savez-vous qui dirige cette petite ville dans la ville ? Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de femmes et d'hommes, directrices et directeurs, en exercice dans toute la France. Vous êtes dans Fil Directeur. Pour ce premier épisode de Fil Directeur, nous avons la chance d'accueillir François Crémieux, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Bonjour Monsieur Crémieux. Pour commencer, pourquoi vous êtes-vous tourné vers le service public hospitalier et plus spécifiquement, pourquoi le métier de directeur d'hôpital qui est un peu plus administratif et pas par exemple le métier de médecin ? Alors d'abord, la première réponse est sans doute la meilleure, c'est que tout ça est un peu le fruit du hasard, par contre pas complètement mais un peu quand même. Donc pourquoi est-ce que je me suis tourné vers le service public hospitalier ? D'abord parce que je ne me suis pas tourné vers grand-chose à la fin de mes études. J'ai fini mon lycée sans savoir très bien ce que j'allais faire. Je suis ensuite parti faire de l'économie à l'université de manière pas très rapide. J'ai fait plusieurs premières années, plusieurs deuxièmes années. J'ai mis un peu de temps à savoir ce que je voulais faire. Et en fin de master, sachant toujours pas ce que j'allais faire dans la vie, j'étais d'ailleurs plutôt intéressé par probablement rester à l'université, pourquoi pas faire de l'économie. Je m'étais également un peu intéressé à l'époque aux questions d'urbanisme, aux questions de travail. Et puis, premier hasard un peu dans mon parcours professionnel, je me suis engagé dans l'armée pendant à peu près 1 an et demi. Et je suis revenu à l'issue de cette période-là, un peu plus déboussolé encore sur ce que j'allais faire. Et voilà, par des rencontres, et notamment des rencontres avec des soignants, et en particulier avec des médecins, je me suis dit que le monde de l'hôpital était un monde qui m'intéressait. Alors probablement parce que j'avais déjà une fibre de service public, parce que j'avais des parents qui étaient fonctionnaires, parce que j'avais un certain sens autour de mes engagements militants sur les questions d'intérêt général et d'engagement public. Et donc voilà, le service public était une des options possibles. À l'hôpital, par le hasard des rencontres et par l'intérêt pour ce monde-là. Par ailleurs, tout ça se passe dans une période où le sida et la génération à laquelle j'appartiens est très confrontée au sida, avec la chance pour ma génération de s'en être plutôt globalement sortis, puisque c'est ceux qui sont un peu plus âgés qui en général en sont plus massivement décédés. Et donc tout ça m'incite par des lectures, par le cinéma, par des rencontres, etc. à m'intéresser à l'hôpital. Et donc je n'ai pas été médecin d'abord parce que je ne l'ai jamais imaginé une seule seconde. Voilà, ça, ma sœur est médecin, je connais des médecins, ma compagne est médecin, mon fils est médecin, mais pour moi ça n'a jamais été voilà, une évocation possible. Et donc pourquoi gestionnaire, hein, même si on rediscutera de ce mot qui n'a pas toujours très bonne presse aujourd'hui, mais parce que finalement au-delà d'être gestionnaire, faire fonctionner le service public hospitalier ou contribuer à un service public, c'est quelque chose qui correspondait sans doute à ma nature ou à ma personnalité ou à ce que j'avais envie de faire. Merci beaucoup. Votre vie a été marquée par l'engagement, aussi bien en France qu'à l'étranger. Pensez-vous que le métier de directeur d'hôpital est d'abord un métier d'engagement ? Ou peut-on considérer le métier de directeur d'hôpital comme un métier comme un autre ? Les deux. D'abord, c'est un peu un métier comme un autre. Il faut pas... je ne pense pas qu'il faille surjouer cette question-là. Et il y a des gens engagés à l'hôpital dans tous les métiers, mais il y a également dans tous les métiers des gens qui sont assez peu engagés. Et donc, la question de l'engagement, c'est d'abord une question personnelle, de son rapport
à la vie, de son rapport à la société dans laquelle on vit. Et donc, on peut être dans tous les métiers, je crois, plus ou moins engagé. Et on a probablement tous en tête des métiers très différents, à la fois des métiers à forte responsabilité ou au contraire avec très peu de responsabilité, des métiers très artistiques ou des métiers très, très pratiques dans lesquels on a pu rencontrer des gens qui étaient par ailleurs, des gens très engagés ou des gens qui l'étaient moins. Et donc, l'engagement n'est pas en soi ni une condition pour être directeur d'hôpital, mais ni non plus un obstacle. Et en fait, c'est presque ça peut-être le plus important, c'est que certains pourraient peut-être croire que finalement, quand on est directeur d'hôpital, on est pris dans de telles contraintes, à la fois de gestion, mais également dans des contraintes, par exemple, de devoir de réserve à l'égard du pouvoir politique, qui est un des éléments forts quand on décide d'exercer dans la fonction publique, qu'au contraire, ce serait un métier dans lequel il serait, à l'inverse du métier médical, difficile ou impossible de s'engager. Et donc je pense que la question se pose plutôt en ces termes-là. Oui, le métier de directeur d'hôpital est un métier qui est parfaitement compatible avec l'engagement, quels que soient vos engagements, à vous qui peut-être hésitez à devenir directeur d'hôpital. Si vous avez des engagements, et quels qu'ils soient, des engagements sur des grands sujets de société, sur les questions actuelles, autour de la question climatique, des relations hommes-femmes, des engagements culturels, etc., ce métier-là est un métier qui permet d'exercer avec ses engagements vissés au corps. Et peut-être ça finalement le message, c'est pas un métier par définition de personnes engagées, même si je constate autour de moi que beaucoup le sont. Ce n'est pas un métier qui nécessite forcément l'engagement, mais c'est un métier qui le permet. Et donc en parlant d'engagement, qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans votre métier ? Mais moi je pense que j'ai le souci très fort, et la chance par le métier que j'exerce, le souci très fort d'essayer d'avoir un impact sur le monde qui m'entoure. Alors ça peut être perçu comme étant extrêmement arrogant, c'est en fait une position assez humble, je crois, qui est simplement de se dire je suis à la fois un parmi d'autres, en tant que comme sur cette planète, en tant que citoyen, en tant que cadre dans un établissement public comme l'assistance publique. Donc je suis à la fois un parmi d'autres, mais j'ai cette envie d'essayer d'influer sur le monde qui m'entoure. Je suis assez facilement à la fois intéressé et parfois en réaction avec ce qui me déplaît dans le monde qui tourne, que ce soit tout près de chez moi, en bas de ma rue, ou que ce soit à l'autre bout de la planète. Et donc ce qui m'anime, c'est probablement cette volonté-là, qui est d'essayer de faire en sorte que par mon action quotidienne et par la manière dont je travaille avec les autres, j'essaye d'influer sur le monde qui m'entoure. Et donc je ne pense jamais, par exemple, qu'un problème finisse par se résoudre par l'absence de solution, que le temps soit notre meilleur allié, qu'on puisse se contenter de regarder le temps passer pour que les choses se règlent. Je pense au contraire que quand on n'agit pas et quand on ne le fait pas avec détermination et donc avec des convictions, avec un engagement, etc., rien ne fait que la somme des petits intérêts individuels des uns et des autres constitue un intérêt collectif. Ça fait partie des choses que j'ai appris fortement en économie, et j'étais à l'époque passionné par l'économie pour cette raison-là, notamment le lien entre l'intérêt général et la somme des intérêts individuels. Et donc je pense que ce qui m'anime au quotidien, c'est d'essayer de faire en sorte de dégager, au-delà de la somme des intérêts individuels de chacun, des malades, des soignants, des différentes catégories professionnelles, au-delà des intérêts individuels de nos institutions, d'essayer de faire en sorte qu'on atteigne un intérêt général ou un intérêt collectif. Voilà ce qui me fait me lever le matin. Et au contraire, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre métier ? Je pense que ce que je trouve peut-être à la fois le plus difficile et dans une certaine mesure le plus ingrat, c'est qu'on est dans des institutions dans lesquelles l'un des enjeux est justement de gérer la confrontation. Si ce n'est des intérêts individuels, en tout cas la confrontation au sens des petits et grands désaccords, pour pas dire des petits et des grands conflits. Et je trouve que c'est une partie du métier que l'on voit peu. Nos institutions ne sont pas par définition des lieux de bienveillance et de bonne entente. Et donc l'une des fonctions de ceux qui ont la responsabilité d'une institution, et que l'on soit nommé comme les directeurs d'hôpitaux ou qu'on soit élu comme les présidents ou les présidentes de CME, c'est notamment d'assurer cette régulation humaine au sein de ces institutions. Et donc ça, c'est une part d'abord importante de mon temps, c'est une part importante de mon énergie. Quand on n'arrive pas à réguler les petits et grands conflits, ça devient rapidement des gros problèmes. Et donc voilà probablement à la fois ce que je pense être parfois le plus utile, un peu le plus ingrat, pas toujours le plus intéressant, mais en tout cas assurément nécessaire quand on exerce cette fonction-là. Votre exercice professionnel a été marqué par votre passage donc, dans de grandes structures, que ce soit à l'assistance publique des hôpitaux de Paris ou aujourd'hui à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Pourquoi ce choix ? Et pensez-vous que ces grands hôpitaux soient différents du reste des hôpitaux français ? Alors d'une part, même chose, pourquoi ce choix ?
J'ai toujours un peu du mal à dire a posteriori que c'était complètement un choix. C'est un peu aussi les rencontres. Il se trouve que j'ai commencé dans une petite structure qui était l'hôpital de Clermont de l'Oise, dans lequel j'ai vécu des années professionnelles absolument passionnantes, qui était au contraire une petite structure. On était 3 au sein de l'équipe de direction. Et j'en ai retiré à la fois une expérience, un apprentissage, des rencontres, etc., absolument passionnantes. Et je pense, dans une certaine mesure d'ailleurs, que exercer dans ces petites structures, et je le dis sans démagogie, je le précise d'emblée, mais est à bien des écarts plus compliqué que d'exercer dans des grandes structures. Et j'ai compris au fur et à mesure où j'avançais dans ma carrière et où je prenais des responsabilités dans des grosses structures, que les grosses structures ont aussi une certaine stabilité. On a des équipes, il y a des experts, il y a des professionnels, il y a des gens qui connaissent, etc. Et donc je trouve que la complexité du métier que j'exerce, elle est très différente en responsabilité sur un grand établissement comme l'AP, mais elle n'est pas forcément plus complexe. Et dans une certaine mesure, les souvenirs que j'ai de Clermont de l'Oise, c'est des souvenirs de choses difficiles à faire. Est-ce que les deux structures, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et l'hôpital général de Clermont-d'Oise, sont des structures différentes? Oui, évidemment. Elles le sont par la taille, par les enjeux, par les relations sociales et professionnelles, par le lien avec l'université, par la relation avec les élus, par les masses, à la fois les masses, le nombre de professionnels, les masses financières, les enjeux d'investissement, etc. Donc oui, je crois que c'est des structures qui sont différentes. Est-ce qu'on peut être heureux professionnellement comme directeur d'hôpital dans l'une et dans l'autre? Oui, on peut aussi être malheureux dans les deux. Il y a un certain nombre de collègues qui sont pas forcément très heureux dans des grosses structures, qu'ils trouvent trop impersonnelles ou trop compliquées ou trop conflictuelles, ou l'exercice du métier est trop loin du ce qu'on appelle le terrain. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais en tout cas de la proximité avec les gens, avec à la fois les professionnels et avec les patients, ce que l'on trouve dans des structures plus petites. Et donc je pense qu'il faut simplement que chacun trouve son chemin professionnel, et la chance qu'on a, c'est qu'on a plein de chemins possibles. C'est-à-dire que quand on choisit ce métier de directeur d'hôpital, on peut exercer dans plein de régions différentes, chacun le sait, dans des structures extrêmement diverses. On peut rester à l'hôpital ou aller travailler dans d'autres services publics ou dans d'autres administrations ou dans d'autres structures. Donc voilà, c'est très différent, passionnant dans les deux cas, à chacun de trouver son parcours professionnel qui lui convient. Et si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les mêmes choix ? Je crois que oui, ou en tout cas, le choix que je referais, c'est de me laisser guider comme je me suis laissé guider. Alors, si je le refaisais, en fait, la question, elle se pose pas en ces termes-là. C'est si la vie me réoffrait les mêmes rencontres, les mêmes choix, probablement que je les saisirais de la même manière, mais probablement que si je revivais la même vie une deuxième fois, les choix seraient différents. Voilà, la situation serait pas la même dans les Balkans aujourd'hui que ce qu'elle était en 1999 quand je m'y suis, ou en 1994 quand je m'y suis engagé, etc. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureux que les choix de cette vie professionnelle m'a donné et de la vie que j'ai pu avoir. Depuis vos débuts dans le métier, l'hôpital public a connu de nombreuses évolutions. Comment imaginez-vous les évolutions futures et quelle serait la place du directeur d'hôpital dans ces évolutions ? D'abord, au risque de vous étonner, moi je ne trouve pas que l'hôpital ait connu tant d'évolutions que ça. J'exerce mon métier depuis 1998, quand je suis sorti de l'école de Rennes. Comme je le disais à l'instant, j'ai commencé à l'hôpital de Clermont dans l'Oise. On est donc 26 ans plus tard, je crois, et je suis maintenant à Marseille. Alors oui, l'hôpital public a connu des évolutions, d'abord parce que la société a évolué en 25 ans, l'état du monde, l'état de la France, tout ça n'est pas tout à fait ce que c'était en 98. Et puis surtout, je crois que nos perspectives et l'idée qu'on se fait collectivement de l'avenir sont probablement très différentes. C'est peut-être plus ça qui a changé que la réalité du moment par rapport à la réalité du moment de l'époque. C'est qu'à l'époque, les perspectives des 25 années suivantes n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais pour ce qui est de l'hôpital public, moi je le trouve, quand on prend un peu de recul et quand on le regarde d'ailleurs, finalement très semblable à ce qu'il était à l'époque. Les professionnels se ressemblent beaucoup, les métiers sont quand même globalement restés les mêmes, la technique a évolué mais pas de manière aussi fondamentale que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, les durées de séjour ont diminué. Oui, la chirurgie ambulatoire a augmenté. Oui, la chirurgie robotique est arrivée. Oui, l'imagerie a fait des progrès considérables. C'était à l'époque le début des IRM et on est aujourd'hui bien loin de tout ça. Mais finalement, si on se demande si les fondamentaux de l'hôpital ont changé entre les années 90 et aujourd'hui, j'en suis pas si sûr que ça. En revanche, j'insiste sur ce point-là. Ce qui a beaucoup changé, c'est probablement notre perspective de l'avenir. Pas tellement sur ce que sera l'hôpital dans 20
20 ans, mais sur l'évolution des sociétés dans lesquelles on est. Et encore une fois, on est traversé par des grands courants de pensée en ce moment, que ce soit sur le plan strictement politique, que ce soit sur le plan, encore une fois, des enjeux environnementaux, des enjeux des relations entre les hommes et les femmes, de la place des minorités, des enjeux de la migration, des rapports nord-sud, etc. Oui, ça a beaucoup changé. Et donc probablement que l'enjeu, mais il est plutôt à vous de répondre à la question qu'à moi, c'est comment vous imaginez, je parle à votre génération, les évolutions des 25 prochaines années et quelles en seront les conséquences sur l'hôpital. Pour moi, la conséquence principale, et c'est l'évocation que je faisais ce matin avec les aides-soignants qui organisaient leur première journée, sorte de premier congrès à Marseille des aides-soignants et des auxiliaires de PER, c'est que l'un de nos enjeux majeurs, c'est à la fois de continuer à développer ce que représente l'hôpital public en termes encore une fois, de services publics et donc de biens communs et de solidarité, continuer à le développer et le préserver et le défendre, puisqu'on est probablement à la veille d'un monde où il va falloir qu'on fasse les deux, avec les jours d'optimisme, essayer de porter plus haut les valeurs que l'on incarne, et les jours un peu plus pessimistes, de se dire qu'il va falloir les défendre et les défendre fermement. Donc, voilà, c'est peut-être pas une réponse très précise sur ce que pourraient être les évolutions futures de l'hôpital, mais voilà ce que je pense être un peu les grands enjeux. Et donc la place du directeur d'hôpital là-dedans, que l'on soit d'ailleurs directeur d'hôpital au sens gestionnaire ou qu'on ait des carrières antérieures de médecins ou d'autres, ça fait partie des débats du moment, à mon avis, accessoire par rapport à la grande question que vous posez. Mais la place du directeur d'hôpital dans ces évolutions, ce sera de continuer à jouer le rôle qu'il ou elle joue aujourd'hui, et notamment de continuer à porter avec conviction et engagement ce que sont les valeurs du service public. La crise de l'hôpital revient dans de nombreux débats. Au regard de votre expérience, peut-on dire que l'hôpital est vraiment en crise ? Alors moi je pense pas, et en tout cas si c'est une crise qui dure, c'est-à-dire que quand on relit des articles, je m'amusais à une époque à les présenter dans les différents topos que je pouvais faire, il y a des articles parus dans Le Monde en 1947 qui parlent de la crise de l'hôpital, et si on retire la date de l'article, on peut s'y méprendre et avoir l'impression qu'on lit un article publié très récemment, et donc la notion de crise me semble déjà être un peu mise à mal par le fait qu'elle serait une crise de toujours, une crise permanente. Alors peut-être qu'il y a un peu de ça, et peut-être que les enjeux de solidarité qu'on incarne à l'hôpital sont des enjeux qui, à défaut d'être en crise, sont des enjeux qui sont à risque permanent. À risque parce que ils sont pas forcément inscrits dans le naturel d'un vivre ensemble et d'une société, et donc le risque, c'est que ce qui fait corps social, ce qui fait solidarité collective, soit éventuellement fragilisé. Donc à ce titre-là, la crise, c'est pas tellement le fait qu'aujourd'hui on soit au bord du gouffre, mais c'est le fait qu'à tout instant, l'incarnation d'une solidarité collective autour de l'hôpital, comme autour de la justice, comme autour de l'éducation, est effectivement une incarnation qui est à risque. Et donc je ne crois pas qu'il y ait de risque à l'instant T, je pense qu'il y ait de crise, à l'instant T. Par contre, je pense qu'il y a un risque permanent que les valeurs fondamentales sur lesquelles fonctionne l'hôpital public soient peut-être demain mises à mal. Mais voilà, je pense que nous sommes en tout cas moins en crise que presque partout ailleurs dans le monde, et nous sommes moins en crise que d'autres institutions de nos services publics qui, à mon avis, sont en plus grande difficulté que l'hôpital. Mais nous sommes en fragilité consubstantielle de la nature même de la mission qu'on nous demande de porter. Vous évoquiez l'hôpital de demain. Quel serait pour vous justement cet hôpital ? Nous en avons beaucoup parlé pendant la crise. Comment on pourrait le traduire ? Encore une fois, l'hôpital de demain, sur le plan de son fonctionnement précis, quotidien, etc., moi j'aurais beaucoup de mal à l'imaginer, ou plutôt on ne cesse d'en parler et de l'imaginer par rapport à, encore une fois, des évolutions des médicaments, des techniques, des prises en charge, etc. Pour moi, l'hôpital de demain, c'est d'abord l'hôpital qui continue à porter et à défendre les valeurs qu'on porte aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, que l'hôpital de demain soit dans une société en crise géopolitique, parce que peut-être qu'on sera demain une société en crise géopolitique, avec peut-être la guerre encore plus proche de nos frontières, et peut-être même la guerre en France, ce qui ne doit pas nous empêcher de tenir les valeurs fondamentales de l'hôpital public. Peut-être que cette crise-là, cette crise géopolitique, on l'esquivera, mais la crise climatique, on l'esquivera pas. Donc la question, c'est que l'hôpital de demain continue à porter les valeurs qu'il porte dans un monde qui sera assurément en crise climatique. Peut-être que nous serons en crise pour des raisons sociales internes. Les quartiers nord et les quartiers sud de Marseille sont la démonstration de la fragilité de la société dans laquelle on vit. Et donc pour moi, l'enjeu de l'hôpital de demain, c'est de rester l'hôpital d'aujourd'hui, quelle que soit l'évolution de la société ou du monde dans lequel on sera.
Sur les fronts ou dans les couloirs de l'hôpital, le combat semble proche. Quels enseignements avez-vous tirés de l'expérience du soin dans des pays en guerre ? Alors je dis toujours et j'insiste beaucoup sur le fait que je n'ai moi tiré aucune expérience du monde hospitalier dans des pays en guerre qui me soit utile dans un pays en paix. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut toujours considérer que la guerre est un état d'exception dans lequel les rapports sont exceptionnels, le rapport à la vie évidemment, le rapport à la mort, le rapport à la prise de risque, le rapport au temps, la crainte des parents de voir leurs enfants mourir à la guerre, la crainte des enfants de ne pas avoir d'avenir dans un pays en guerre, et que ce soit dans ce que j'ai pu côtoyer de la guerre en Bosnie, au Kosovo, plus tard en Afghanistan ou ailleurs. Et donc ma première remarque, c'est que je crois qu'il faut éviter à tout prix de tirer toute expérience du monde de la guerre pour le monde de la paix. Une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que ce qui est très marquant, c'est qu'un hôpital dans un pays en guerre ressemble étrangement à un hôpital dans un pays en paix, en ce sens que ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'hôpital, et plus encore à l'intérieur des murs d'un bloc opératoire, par exemple, ou d'une réanimation, ou d'une néonatologie, ou d'une maternité, sont finalement les mêmes gestes à la fois de soins, les mêmes gestes d'attention, les mêmes gestes de bienveillance, les mêmes plaisanteries, je le dis souvent, mais entre orthopédistes et anesthésistes, on peut être à Kaboul, à Sarajevo en guerre, à Paris ou à Marseille, les plaisanteries entre les différents corps de métier sont souvent assez proches les unes des autres. Et donc d'une part, je n'en tire aucune expérience particulière, non seulement à titre personnel, mais je ne tire pas d'expérience de ce que j'ai pu observer dans les pays en guerre pour comprendre ce qui peut se passer à Marseille aujourd'hui. Mais c'est un peu paradoxal, la situation est par ailleurs étrangement similaire à l'intérieur des murs d'un hôpital, où qu'il soit et quelles que soient les circonstances. En revanche, j'en ai tiré, à titre très personnel, une expérience en ce sens que ça m'a fait évoluer moi dans ma compréhension du monde, peut-être des relations entre les uns et les autres, mais pas tant que ça d'expérience professionnelle. Et pour terminer, une partie davantage consacrée à nos jeunes collègues. Quels conseils donneriez-vous à un jeune directeur ? La phrase est au singulier. Je ne sais pas si on a le droit d'en donner plusieurs ou d'en donner aucun, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que ce métier a la chance qu'on peut justement l'aborder sans beaucoup de conseils. C'est un métier dans lequel on apprend au contact des autres, au contact des autres collègues, des équipes administratives, mais également au contact des soignants. Moi, j'ai aimé, en tout cas au début de ma carrière et de mon engagement, me passionner pour le monde de l'hôpital, passer du temps dans l'hôpital, le jour, la nuit, aller au bloc, poser des questions bêtes, comprendre des choses, essayer de me développer une sorte de culture générale, sans jamais être ni infirmier, infirmière, ni infirmier, ni médecin évidemment, mais une sorte de culture générale. Et donc peut-être le conseil à donner, c'est profitez de cette chance inouïe que vous allez avoir d'être introduit dans le monde hospitalier sans en exercer aucun des métiers techniques du soin, mais avec la chance de pouvoir les approcher tous, qui est une chance que n'ont pas les médecins, que n'ont pas les infirmiers, parce que chacun est dans son corps de métier. Et donc mon seul conseil serait donnez-vous à l'hôpital autant que ce que l'hôpital va vous donner, et essayez de tirer de la passion hospitalière un peu de passion à garder pour vous tout au long de votre carrière. Du coup, la question suivante rejoint un petit peu ce que vous venez de nous dire, mais peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus en profondeur, parce que quand on étudie votre parcours, il y a un élément qui nous a frappé, c'est vraiment la grande importance que vous accordez à la confiance, tant avec les médecins qu'avec l'ensemble des corps de métier. Comment parvenir, selon vous, à tisser ce lien ? Comment y êtes-vous parvenu et comment peut-on y parvenir ? Bon, d'abord, je ne sais pas si j'y suis parvenu, et en tout cas, je n'y suis pas toujours parvenu, et c'est plutôt à ceux avec lesquels je travaille qu'il faudrait poser la question. Mais d'abord, tisser une relation de confiance, c'est pour moi probablement avec deux objectifs. Le premier, c'est que c'est un peu bête à dire comme ça, mais je trouve plus agréable de travailler dans une relation de confiance que dans le rapport de force ou dans la défiance. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et peut-être que certains des collègues ne seraient pas forcément d'accord avec ce premier point-là, mais en tout cas pour moi, dans mon quotidien, j'ai beaucoup plus de plaisir à pouvoir travailler avec des gens avec qui je peux dire les choses comme je les ressens, avec lesquels je peux me tromper, changer d'avis,
porter des positions, éventuellement en changer. Et donc c'est d'abord une question de confort intellectuel personnel et presque de plaisir au quotidien. Et puis par ailleurs, je pense que tactiquement, sur le plan managérial, c'est par ailleurs très efficace. Et je trouve qu'on est plus efficace à porter des projets, à régler des problèmes, à transformer le monde, etc., quand on le fait avec des gens avec lesquels on travaille en confiance. De nouveau, c'est pas forcément unilatéral ou toujours vrai, et peut-être qu'il y a des moyens d'agir sans forcément être dans la confiance. En tout cas, il est indiscutable que il y a d'autres secteurs de la société qui ne fonctionnent pas autour de ce principe-là. Ma troisième remarque peut-être, c'est que cette question du lien de confiance, elle fait aussi écho au fait que dans la relation entre les soignants et les soignés, la confiance, elle est de toute façon au cœur de cette question-là. Donc c'est aussi peut-être une manière de dire qu'il y a un élément, si ce n'est universel, mais en tout cas général, à l'hôpital, qui est que si notre métier à tous, c'est de faire en sorte que les patients soient bien soignés, si la première des conditions, c'est la relation de confiance avec les soignants et les médecins, alors il n'est peut-être pas idiot de tirer ce fil-là et de se dire que c'est cette relation de confiance-là qui fait globalement un soin de qualité, avec peut-être l'idée que entre des professionnels de santé qui sont des soignants au sens du soin à l'individu, on a nous, directeurs d'hôpitaux, la caractéristique d'être des soignants au sens du soin collectif. Et finalement, par notre action, d'essayer de faire en sorte que le groupe, la population, les gens qui habitent Marseille, que sais-je, soient bien pris en charge. Donc voilà, pour moi, la question de la relation de confiance, c'est à la fois une question de confort du quotidien et aussi, pour ce qui me concerne en tout cas, d'efficacité sur le plan de la direction d'un hôpital. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à passer le concours de directeur ? Je lui dirais qu'il a raison ou qu'elle a raison et que c'est une hésitation saine. Je comprends qu'on puisse se dire que c'est pas le métier qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas envie d'être à distance de l'action, qu'on a envie de choisir un métier dans le soin ou ailleurs, hein, mais qui permette d'être plus directement au cœur du faire, au sens du cœur de métier, et qu'on n'a pas envie de ce travail-là. Et puis je comprends qu'on hésite parce qu'à contrario, on peut être extrêmement attiré tout en n'ayant pas fait le choix d'études médicales ou d'études en santé, envie de contribuer au service public et à l'hôpital. Donc voilà, ma première réponse à quelqu'un qui hésiterait, c'est de continuer à hésiter et de faire son choix. Et comment présenteriez-vous votre métier de directeur à quelqu'un qui ne connaît pas l'hôpital ? Je dis parfois en plaisantant, je le disais longtemps à mes enfants, je le dis plus maintenant, mais qu'en fait, moi, mon métier est d'essayer de faire en sorte que les autres travaillent dans de bonnes conditions. En plaisantant, voulant dire que voilà, mon métier est de faire travailler les autres ou d'accompagner le travail des autres. Mais je le crois en fait assez sincèrement. Alors évidemment que je pense avoir beaucoup travaillé et travaillé beaucoup pour faire ça. Mais finalement, j'ai pleine conscience que ce que je peux faire moi avec mon temps et avec mes petits bras est de toute façon totalement dérisoire par rapport à une institution comme l'assistance publique, où d'une part, c'est pas moi qui soigne, c'est pas moi qui fais de la chirurgie, c'est pas moi qui fais les pansements, c'est pas moi qui brancarde, etc. C'est pas moi qui fais, et qui d'autre part ne suis que 1 parmi 18 000. Donc ce que je fais moi est totalement dérisoire. Sauf à ce que je fasse moi contribue au fait que les autres puissent agir dans des conditions qui soient des conditions à la fois efficaces, optimales, on peut le dire comme on veut. Et donc quand je présente mon métier, je dis souvent voilà, que mon métier est d'essayer de faire en sorte que les autres puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, à la fois sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation du travail, de leurs relations entre eux, etc., pour faire en sorte que les malades soient bien pris en charge. Pour terminer, nous vous proposons de tirer une question du jeu Fil Directeur. Ce jeu a été créé par la promotion des élèves de la promotion Axel Kahn l'année dernière pour animer des temps de rencontre entre élèves et directeurs en poste. Le nom de ce jeu a inspiré la création de ce podcast. Nous vous proposons donc de tirer au sort une des questions du jeu et d'y répondre. Donc la question tirée au sort, c'est raconter votre interaction la plus marquante avec un autre professionnel à l'hôpital. Je vais avoir du mal à ne pas vous en raconter une, qui est celle qui m'a le plus marqué dans la vie. J'étais à Clermont-de-Loise, je vous le disais tout à l'heure, je sortais de l'école, on était en 1998, et il y avait une femme qui était chef de service du service d'imagerie médicale à Clermont. Elle avait la conviction absolue que jamais, je ne sais pas comment elle le disait à l'époque, mais en gros, ce petit directeur d'hôpital, à l'époque
costard-cravate, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui aidait à faire fonctionner le bloc opératoire en organisant les staffs le vendredi matin à 7h30, que jamais ce type-là ne mettrait les pieds dans son service, et que voilà, elle avait pour le monde de la direction probablement une image un peu caricaturale. Cécile est donc devenue ma compagne. Elle l'est encore aujourd'hui et j'en suis très heureux. Et donc voilà, je mentirais en vous disant ou en essayant de vous trouver une autre rencontre avec un autre professionnel plus marquante. Celle-là, elle a marqué à la fois ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps et pour la réponse à ces questions pour cette première édition du podcast Fil Directeur. Merci à vous.